vient de nous joindre de différents parts de notre planète où chacun travaille. Ce séminaire que nous avons aujourd'hui, c'est le premier séminaire que nous lançons en français sur l'agenda de transformation. Je suis vraiment ravi et j'espère que ce sera le premier d'une série où nous allons essayer d'échanger et d'élaborer avec de meilleures pratiques, des suggestions, des thèmes que nous serons vous intéresser sur notre travail humanitaire. Je voudrais demander s'il y a un des participants qui n'a pas mis le micro en silence. Si vous voulez, s'il vous plaît, le mettre en silence parce qu'il y a une préférence que nous entendons tous. Alors, le séminaire en ligne aujourd'hui, le thème, c'est la rénovabilité des populations affectées. C'est un sujet qui est vraiment au centre de la réforme humanitaire. Depuis les crises, les inondations au Pakistan et le tremblement de terre en Haïti en 2010-2011, nous avons en tant que famille humanitaire établi quelques protocoles que nous croyons vont améliorer la qualité de notre travail. Alors, l'un de cette priorité, c'est la question qui est liée avec la rénovabilité auprès des populations affectées. Dans les discussions d'aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de partager avec vous de meilleures pratiques, des exemples vraiment qui viennent du terrain. D'ailleurs, nous avons deux collègues du Kenya et du Sénégal qui vont partager leur expérience et nous donnons un petit peu leur avis sur comment établir vraiment sur place, sur l'opération, la rénovabilité auprès des populations affectées. Dans notre discussion d'aujourd'hui, nous parlons vraiment de la relation de pouvoir. Ce pouvoir que nous avons en tant qu'humanitaire, ce pouvoir que nous devons l'utiliser avec de la sagesse et que nous devons tout faire pour nous assurer qu'il y a cette relation de dignité et de respect auprès des populations affectées que nous essayons d'assister et d'aider sur les opérations. Dans le webinaire, dans cette séminaire en ligne d'aujourd'hui, je vais vous demander d'abord d'avoir un échange assez direct. Comme mon collègue Charles vient d'expliquer, sur votre écran, à droite, vous avez une boîte où vous pouvez nous envoyer des questions à n'importe quel moment pour partager avec nos présentateurs. Alors, c'est très important d'avoir vos questions et vos feedbacks pendant la discussion que nous allons avoir sur place. Je voudrais aussi confirmer que ce séminaire en ligne d'aujourd'hui va être enregistré. Vous pouvez aussi le réécouter ou encourager d'autres collègues qui n'ont pas pu assister à l'entendre. Alors, ça sera sur le website, ça sera enregistré, ça sera disponible sur le website. Et puis, à la fin de cette séminaire, il y aura un sondage où on voudrait aussi avoir vos points de vue sur le séminaire d'aujourd'hui. Vraiment, de notre part, nous sommes en train de tout faire pour nous assurer que ce séminaire, vraiment dans des conseils pratiques, c'est destiné pour les collègues sur les opérations. C'est vraiment pour le terrain. Et nos présentateurs aussi vont tout faire pour vous donner leurs modèles, leurs exemples sur la façon qu'ils ont mis sur place la rénovabilité vers les populations affectées. D'ailleurs, la question que nous discutons aujourd'hui, c'est une question qui se trouve vraiment au centre de nos actions humanitaires, des opérations sur place. Et alors, je voudrais commencer d'abord en présentant nos quatre speakers qui seront avec nous tout de suite pour nous donner leur point de vue. Et je commence d'abord par Robert Piper. Robert, il est le coordinateur humanitaire régional pour le Sahel. Il est basé à Dakar. Il nous joindre en direct de Dakar. Robert, il a eu une carrière vraiment plusieurs opérations humanitaires en tant que développement humanitaire dans le monde. D'abord en Thaïlande, et puis en Cambodge, en Fidji, au Kosovo. Vraiment plusieurs opérations avec une énorme expérience qui vient du terrain, inclus le Népal. En 2008. Alors, Robert, vous êtes le bienvenu. Je voudrais ensuite présenter Mamadou Dié.
Mamadou, il est le directeur exécutif de l'Office africain pour le développement et la coopération, OFADEC. Il est aussi basé à Dakar, Sénégal. Et Mamadou aussi, il vient avec une énorme expérience de plusieurs années où il a travaillé surtout avec de différentes organisations, inclus la coordination qui s'est faite à travers le HAP pour la redevabilité et la certification du programme qui était fait là. Mamadou aussi, il gère un forum des ONG nationales, presque une 60e, qui couvre plusieurs pays dans la région de l'Afrique. Notre troisième speaker, c'est Nicolas Seri. Nicolas, il vient de nous joindre de Nairobi. Il travaille avec Transparency International. Il est le conseiller sur des questions de redevabilité et l'intégrité de l'aide. Nicolas aussi, il a travaillé dans plusieurs pays, surtout en Afrique, et il va nous présenter le modèle kényan, ce qui était fait là sur place pour assurer une meilleure redevabilité là sur place. Et puis, il y a un présentateur de plus que nous venons d'obtenir. Je suis vraiment ravi qu'il est avec nous. D'ailleurs, je vais le prendre le premier. C'est quelqu'un, c'est un collègue qui représente les populations affectées. Après tout, la discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment pour mettre en centre la voix de bénéficiaires de populations affectées qui vraiment sont au centre de notre discussion de la réponse humanitaire. Après tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour rendre des services efficaces, pour assurer la protection, pour nous assurer que le plus basique de besoins humanitaires sont adressés. Alors, le monsieur qui va nous joindre, d'ailleurs, on a adapté le nom de Roméo. Ce n'est pas son vrai nom, c'est un réfugié, mais pour des questions de sa protection, on ne va pas présenter son vrai nom, on ne va pas aussi présenter son pays d'origine, et il va nous joindre dès qu'il est avec nous en ligne pour cette discussion. Alors, je voudrais commencer avec la première question. Je vais me diriger vers Mamadou. Mamadou, je voudrais vous demander, en 2011, le chef des agences, ces groupes le principaux du système interagences, ils ont adopté une résolution. Ils ont pris une décision et se sont engagés que la redevabilité envers la population affectée doit être vraiment au centre de nos actions humanitaires. C'est une action qu'ils ont mis sur place avec 5 engagements sur la redevabilité autour de la population affectée. Est-ce que Mamadou, vous pouvez nous dire en 2 mots quels sont ces 5 engagements et pratiquement qu'est-ce que ces engagements vont dire pour nous et pour les opérations dans le monde? Mamadou, à vous. Bonjour chers collègues, bonjour Monsieur Piper. Je voudrais, comme vous l'avez dit tout de suite, parler de ces 5 engagements, mais je dois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un point important en décembre 2011, l'acceptation des chefs d'agence d'incorporer la redevabilité en direction des personnes affectées dans les domaines pertinents, politiques, opérations et même avec les partenaires. C'est aussi de développer un plan et mettre en pratique ces engagements. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très fort. Et c'est aussi d'inclure systématiquement la participation des populations affectées dans toutes les évaluations de besoins, le suivi, la revue. En fait, les 5 engagements sont les suivants. C'est d'abord concernant le leadership, la gouvernance, c'est s'engager pour la redevabilité à l'égard des populations affectées en veillant que des mécanismes de retour d'informations et de responsabilisation soient intégrés aux stratégies. La seconde concerne la transparence en direction des personnes affectées en mettant en place un système qui leur permet d'accéder aux informations de façon transparente, ce qui leur permettra de faire des choix éclairés. Le troisième point concerne le retour d'informations et de réclamations. Donc, c'est
Le retour d'information, c'est la consultation des populations, créer des mécanismes de retour d'information et créer un mécanisme pour recevoir, répondre aux réclamations qui pouvaient intervenir dans le cadre de la mise en œuvre des programmes. Et ensuite, le quatrième point, c'est la participation. La participation, on en a parlé, c'est une participation active au processus de prise de décision les concernant, l'élaboration de directives pratiques claires afin de les impliquer de manière appropriée. Le cinquième point concerne l'élaboration, le suivi et l'évaluation. Donc, élaborer un mécanisme qui permet à ces personnes de participer de façon effective. Et je vais ajouter aussi que ça, ce sont les 5 engagements qui ont été pris par les chefs d'agence de mettre en œuvre depuis 2011, décembre 2011. Et je dois ajouter que beaucoup du SIDO, la plupart des agences ont ajouté un 6e point qui est prévenir l'exploitation et l'abus sexuel. Et le 7e, certains l'ont intégré, c'est travailler de pair avec les partenaires pour que ces engagements se reflètent aussi dans le cadre de leurs activités. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Merci Mamadou. Ces 5 engagements sont vraiment des engagements qui sont déjà pris par vraiment toute la famille humanitaire. Ça représente les Nations Unies, ça représente les ONG nationales ou internationales, et ça aussi engage plusieurs gouvernements avec qui nous travaillons ensemble pour vraiment nous assurer que cette relation de dignité, de respect, c'est maintenu vis-à-vis des populations affectées. Alors, on voit la gouvernance, la transparence, le retour d'informations à réclamation, la participation, l'élaboration, le suivi, évaluation, et puis finalement, justement, des questions qui sont liées avec l'abus sexuel et comment nous assurer vraiment qu'il y aura des mécanismes sur place pour prévenir, pour assister, pour aider des victimes. Mais Mamadou, je vais rester toujours avec vous et je vais vous poser une question. De point de vue pratique, quand nous parlons vraiment de la redevabilité envers la population affectée, la question vraiment dans la réponse humanitaire dans les opérations. Alors là, d'une façon pratique, nous parlons d'abord de la question comment tenir compte ce que les populations affectées ont besoin, comment vraiment prendre compte leur donner des formations de ce que nous sommes en train de faire pour qu'ils soient vraiment au courant. Et puis finalement, comment rendre compte et être tenu responsable pour ce que nous faisons. En anglais, nous parlons de taking account, giving account and being held to account. Vraiment les 3 mots de terminologie qu'ils ont adoptés. Alors, est-ce que vous pouvez nous clarifier ces 3 termes pratiquement? Si je travaille sur le terrain, je vois on a vraiment plusieurs collègues qui participent de plusieurs opérations. Si je dois mettre en œuvre ces 3 phrases, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça veut dire de point de vue opérationnel sur le terrain? À vous. Oui, je pense que pour mettre de façon opérationnelle, nous avons déjà la mise en place d'un système. Je dois dire, j'ai vu un peu la liste des participants, je pense que nous sommes tous, et pour l'essentiel, nous avons une bonne expérience. La redevabilité n'est pas une question tout à fait nouvelle. C'est plutôt, à mon avis, la question du système qui est relativement nouveau et le mécanisme de réclamation. Dans nos organisations, il est clair que si on n'a pas l'avis des populations, si on n'a pas leur participation dans la définition des opérations, nous pouvons passer à côté. Donc, la participation doit être un élément important. Maintenant, c'est établir un cadre de redevabilité qui pourra nous aider. Donc, juste pour résumer l'absence de participation, l'absence de concertation, on dit souvent que les programmes humanitaires inefficaces sont voire source d'effets négatifs, sont en général le résultat de diagnostics de situation trop imprécis. Si un médecin veut soigner un malade, il doit écouter le malade, comprendre ce qu'il a pour le soigner. Il ne peut pas
Bon, ces exceptions sont possibles. Il peut regarder le malade et dire, voilà, c'est ce qu'il a et le soigner. Mais dans la plupart du cas, il faut l'interroger, lui demander qu'est-ce qu'il a, il a mal à la tête, pas à la jambe, etc. Donc, établir un cadre me paraît assez important. Et comme j'ai dit, beaucoup d'organisations font comme ils peuvent en matière de transparence, de participation, mais ce qui manque le plus, c'est un cadre. Faire un cadre qui permet de recevoir cela et de l'encadrer me paraît important. Ce qui peut être relativement nouveau pour certains, c'est le mécanisme de réclamation. Et encore une fois, les réclamations existent dans toutes nos opérations. Elles existent chez nous, chez les participants, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'a pas un cadre. Et on peut écouter une réclamation comme nous le faisions des fois. Oui, quelqu'un vient réclamer, j'ai ceci, j'ai cela, je peux y répondre, peut-être dans un mois, je peux l'oublier, je peux même ne pas y répondre. Et donc, si on a un cadre, ça veut dire des limites et des contraintes. Si vous avez un cadre, vous pouvez dire la réponse se fait en temps de jour, et voilà, et voilà, et voilà, et ainsi de suite. Donc, on peut établir un cadre qui reçoit ces réclamations, qui peut y répondre, mais en l'encadrant de sorte que la personne ne va pas à l'aventure. Voilà ce que je pouvais dire. Merci Mamadou, merci. Je viens de voir que que M. Roméo, qui représente la population affectée, vient de nous joindre en ligne. Comme je dis tout à l'heure, Roméo, ce n'est pas son vrai nom. On ne va pas aussi annoncer son pays d'origine. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'écouter sa voix, de voir un petit peu son expérience. Alors, Roméo, je voudrais vous demander, de votre point de vue, vous vous êtes retrouvé d'un jour à l'autre dans une situation très vulnérable où vous avez eu besoin de l'aide humanitaire. Comment ça a été votre expérience? Est-ce que votre voix a été prise en compte? Est-ce que vous y étiez consulté dans l'action humanitaire? Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une relation de dignité? Est-ce que ce pouvoir que nous, les humanitaires, nous avons a été utilisé d'une façon avec une sagesse dans l'échange que nous avons eu avec vous en tant que population affectée? On est vraiment très intéressé à écouter votre voix, votre expérience, et puis nous dire pourquoi est-ce que vraiment c'est important d'avoir cette participation, cet échange dans la qualité de le travail humanitaire que nous avons. Alors, Roméo, à vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci de m'avoir d'abord associé à cette conférence aussi enrichissante. De ma part, oui, j'en ai vécu un peu une expérience ici, particulièrement au Sénégal. Nous sommes parfois consultés pour demander nos avis pour l'élaboration des programmes que nous trouvons vraiment importants. Parce que, comme vous le savez, la meilleure manière pour résoudre un problème ou un cas, c'est de faire associer la personne concernée pour que la personne puisse s'exprimer. Donc, pour nous, ce cadre de dialogue a été très fructueux et très important pour nous. Tout de suite, on s'est senti responsable, on s'est senti concerné et on s'est senti valorisé. Donc, franchement, ce programme, ça nous a servi et on s'est dit tout de suite qu'on est écouté, on est suivi, on nous associe désormais. Et c'est une chose aussi importante pour nous. Parfois, il y a eu des rencontres qui ont été organisées lorsque nous avons des besoins, nous avons des exigences. Nous, des leaders de la communauté estudiantine, on demandait à rencontrer les autorités que nous appelons l'OPADEC, le HR. On convoquait des réunions et ils répondaient à nos demandes. Au cours de ces réunions, on échangeait sur les différents problèmes, nos différentes préoccupations. Parfois, il y a des préoccupations qui étaient prises en compte, bien sûr. Il y a d'autres préoccupations, comme vous le savez, tout ne peut pas être rose. Mais quand même, ils nous écoutaient, ils nous associaient, ils tenaient compte de nos préoccupations. Donc, franchement, ces dialogues, ces approches, nous les avons beaucoup appréciés et ça nous est vraiment utile. Même si parfois, il peut arriver que les réponses données à ces exigences ne sont pas à 100% satisfaites, mais quand même,
On s'est senti concerné et ça nous a beaucoup plu et franchement, on s'est senti révalorisé dans ce domaine-là, monsieur. Merci. C'est évident que vous avez eu quand même une expérience assez positive. Ça pourrait pas être le cas dans toutes les opérations et dans tous les cas. Est-ce que je pourrais vous demander de nous donner un ou deux exemples de point de vue pratique? Un exemple où cet échange a eu un changement pour améliorer soit le service ou prendre en compte peut-être des questions de protection ou d'autres pour améliorer justement l'efficacité du programme humanitaire qui est mis sur place. Donnez-nous un ou deux exemples, à vous. D'accord. Merci beaucoup. Des exemples, il y en a beaucoup. Mais comme vous me demandez deux, il n'y a pas de problème. Je donne un exemple. On avait parmi nous l'une de nos collègues qui était gravement malade. C'était une nuit. Donc, étant le président de la communauté estudiantine des réfugiés à l'époque, donc j'étais obligé de me rendre à son chevet pour voir ce qui n'allait pas. Alors, tout de suite, nous l'avons transporté. On a vu que la maladie était grave. Nous l'avons transporté dans un hôpital le plus proche. Et immédiatement, j'ai saisi la responsable chargée du service médical de l'OFADEC, la nuit, comme il faisait nuit. Elle nous a donné des instructions. Allez-y à l'hôpital le plus proche et rendez-moi compte minute par minute la suite de la situation. Comme c'était une dame de foyer, donc elle n'a pas pu se déplacer. Mais le lendemain, très tôt le matin, elle s'est déplacée personnellement pour nous rejoindre dans cet hôpital-là, pour voir l'état de santé de notre collègue qui était malade, et elle a donné des instructions au niveau des différents, responsables de cet hôpital. Elle a payé tout de suite, les différentes ordonnances, et tout est rentré dans l'ordre. Et à l'heure où je vous parle, notre collègue a retrouvé son état de santé. Elle continue de poursuivre ses études, et par la grâce de Dieu, comme on le dit, tout va bien à ce niveau. Alors, un autre exemple aussi, ok, un autre exemple, voilà, c'est un autre ami aussi, camarade, qui souffrait beaucoup de son genou. Donc, à chaque fois, surtout au niveau de la période de la saison, au moment où il fait beaucoup froid chez nous, sa maladie rechutait au niveau de son genou. Alors, nous avons saisi tout de suite le FADEC, qui est notre intermédiaire, par rapport à ce cas. Et M. Lamba, personnellement, ce qui nous a beaucoup touché, il s'est déplacé de son bureau avec son véhicule, s'est rendu immédiatement au domicile de notre collègue qui était malade et a pris toutes les informations nécessaires pour reporter l'information au niveau du HR. Comme vous le savez, le FADEC est un organisme d'exécution du programme de HR, surtout dans le cadre du programme de la bourse d'appui, puisque nous sommes des boursiers. Donc, tout de suite, il a remonté l'information au niveau du HR, mais jusqu'à présent, notre collègue, sa maladie n'a pas été prise en compte, voire le problème budgétaire qui se pose. Bon, on demande aux collègues de retourner dans son pays d'asile pour que le HR de son pays d'asile puisse s'occuper de notre collègue, parce que les montants qui sont alloués au niveau de la santé des étudiants boursiers ne permettaient pas de prendre notre collègue en charge. Donc vous voyez, non seulement ils étaient là proches de nous pour nous écouter, pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, mais quelque part, ils n'ont pas pu avoir des moyens nécessaires pour venir au secours de notre collègue. Donc là, un peu, c'est un exemple que je voulais partager avec vous. Il y en a beaucoup d'exemples, comme vous le savez. Mais le gros problème qu'on a généralement, on pose des doléances, nous sommes écoutés, bien sûr, nous sommes associés. Mais le gros problème, c'est les moyens, la disposition des moyens. Vraiment, ça pose vraiment un problème. Voilà. Merci Roméo, merci d'avoir partagé les exemples. Ce sont des exemples qui sont liés justement avec des problèmes de santé, des problèmes aussi de capacité, de financement qui nous permet ou qui nous ne permet pas, bien sûr, de tout faire. C'est le dilemme, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ce dialogue, c'est d'avoir cette discussion entre nous, les humanitaires et les populations, que nous essayons vraiment de tout faire pour les aider sur place.
Je voudrais maintenant me diriger vers Robert Piper. Robert, il est le coordinateur régional humanitaire pour le Sahel. Il couvre une dizaine de pays dans des crises qui sont des crises chroniques, des crises cycliques, une situation qui est vraiment assez complexe. Robert, on est vraiment ravis que vous êtes avec nous. Votre présence sur ce séminaire montre encore une fois ce que la redevabilité, c'est la responsabilité de nous tous. Vous êtes au niveau de assistant secrétaire général. Votre voix vraiment en tant que leadership est très importante sur le thème que nous discutons aujourd'hui. Nous avons plusieurs coordinateurs humanitaires ou des membres de l'équipe humanitaire ou de la famille humanitaire qui sont avec nous en ligne de différents pays. Alors, je voudrais vous demander, Robert, qu'est-ce que vous voyez vraiment, comment est-ce que vous voyez d'abord la question de leadership, mais surtout le rôle que chacun d'entre nous, si on est vraiment coordinateur humanitaire ou si on est un membre de l'équipe humanitaire pays ou du cluster ou du terrain ou là où nous sommes, qu'est-ce que vraiment leadership et surtout nos rôles pourraient être pour nous assurer que la redevabilité auprès des populations affectées est prise en compte et il y a des programmes assez pratiques pour vraiment l'appliquer dans les opérations sur place. Robert, à vous. Merci Panos et bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'opportunité, je suis vraiment très ravi. Oui, effectivement, et je vais peut-être amplifier ce qui a exprimé Mamadou très bien il y a quelques instants seulement. Pour moi, surtout ce qui est très important, que ces principes de redevabilité se trouvent dans le ADN, disons, des humanitaires. Ça doit trouver sa voie dans le cycle de programmation de toute notre action humanitaire, soit sur la conceptualisation de notre travail, le suivi, le reportage. Et pour ça, on a vraiment besoin d'un engagement de tous les niveaux de gestionnaires dans l'équipe, du haut au bas. Nous avons besoin que nos équipes se demandent si effectivement notre stratégie a été validée ou pas par ceux que nous servons. Pas seulement une fois, mais périodiquement, systématiquement. Se demander si est-ce que nous nous sommes adaptés à ce que nous avons entendu ou pas. Est-ce que nous donnons à nos partenaires une voix dominante de juger notre succès ou nos échecs? Est-ce que nous partageons avec cette population assez d'informations pour donner un jugement pertinent sur notre travail? C'est ça un peu la culture dont nous devons vraiment promouvoir parmi nos équipes. Au Sahel, on essaye de mettre en œuvre une approche plutôt régionale, et avec 9, pas 10, mais 9 pays qui se trouvent dans une seule stratégie de portée régionale. Cette stratégie s'applique à des décisions opérationnelles, comme effectivement la redevabilité auprès des populations affectées, et ça touche aussi les buts stratégiques plus ouverts, disons, dans une situation où on a beaucoup de populations dans un état de crise chronique, comme vous avez constaté. Cela nous oblige à repenser fondamentalement notre approche, d'approfondir notre partenariat avec les gouvernements, de mettre plus important sur les systèmes d'alerte précoce, d'action précoce, d'investir malgré le fait que nous sommes des humanitaires, mais quand même d'investir dans le transfert de compétences à des ménages, à des communautés, et d'introduire une approche plutôt pluriannuelle plutôt que 6 mois à 12 mois. Ces principes qui guident notre stratégie régionale au Sahel, je pense, s'alignent tout à fait avec les principes de la redevabilité. La nature chronique des défis dans la région signifie aussi que nous attendons beaucoup plus de nos gouvernements au Sahel, qu'ils s'engagent plus de soutenir leur population, de cette charge humanitaire avec plus de conviction, avec un financement qui partage un peu le fardeau financier.
nous disons à des gouvernements de la région qu'ils devraient prioriser les plus vulnérables. Ils devraient fournir dans une façon pérenne des investissements de développement à des communautés les plus éloignées, à des communautés les plus exclues, et de donner voix à ces communautés. Et donc, bien entendu, pour moi, nous devons faire ce que nous disons, simplement. À vous, Panos. Merci, Robert. Votre voix et le message est vraiment très important, surtout que l'opération de Sahel, effectivement, couvre 9 pays dans une crise qui affecte vraiment un assez grand nombre de populations dans ces 9 pays et qui inclut pas seulement les ONG ou les Nations Unies, mais bien sûr le gouvernement et leur rôle aussi qui est sur place. Robert, est-ce que je pourrais vous demander de nous donner quelques exemples d'après votre expérience, soit au Sahel ou même avant, où vraiment l'application de cette redevabilité, cet effort de prendre en compte le réponse humanitaire a fait une différence, a eu un impact sur les personnes que nous essayons d'assister. Alors, quelques exemples, si vous voulez. Oui, Panos, merci, oui. Oui, j'ai pas mal d'expérience, mais je suis sûr que parmi les participants, il y aura beaucoup plus des bonnes idées, des bonnes expériences, mais j'ai quand même témoigné moi-même pas mal de bonnes pratiques, je pense, dans la région et dans d'autres pays avant que je suis revenu au Sahel. Par exemple, je pense au Tchad, après la crise en RCA, où au sud du Tchad, on a trouvé presque 100 000 personnes, en fait d'origine tchadienne, qui venaient de la République centrafricaine. Et c'était vraiment seulement après une consultation assez profonde avec ces populations que notre communauté humanitaire s'est rendu compte que effectivement cette population ne voulait plus, ne pouvait plus vraiment retourner au RCA, et que notre stratégie, qui était plutôt une stratégie de transition, de camp très temporaire, on a dû revoir un peu cette stratégie de voir comment trouver des solutions plus durables et effectivement d'engager le gouvernement dans une politique pour leur insertion plus permanente dans le Tchad, malgré le fait que c'est des personnes qui sont depuis des décennies en République centrafricaine, pas vraiment tchadiennes dans un sens. Donc c'était cette consultation qui était vraiment très importante à rouvrir, disons, les principes d'opération. En Mauritanie, avec encore des réfugiés, après des mois où des taux de malnutrition continuent à être vraiment intolérables, c'était seulement après une analyse plus profonde et des consultations beaucoup plus profondes avec la population que le PAM, le HR, s'est vraiment rendu compte que le modèle de distribution de nourriture avait besoin d'être reconceptualisé, que la façon dont nous distribuions la nourriture qui passait par le chef des ménages, en fait, était très problématique, particulièrement pour les servants dans la famille, les classes sociales le plus basses, dans le ménage qui recevaient pas, disons, leur propre partie de la nourriture. Au Sahel en général, j'étais très impressionné maintenant, ça fait 2 ans que je suis en région. Troisièmement, à l'introduction de cette analyse économique des ménages qui est maintenant fait dans tous les pays de la région. C'est vraiment un exemple, je pense, de mettre en œuvre ces principes de redevabilité. Parce que cette analyse vraiment regarde dans une façon très profonde le ménage individu dans une façon holistique. C'est pas la communauté ou même la région, mais vraiment regarder des ménages, regarder la situation nutritionnelle, de sécurité alimentaire, le rôle du marché, les actifs, etc. Et c'est ce genre d'analyse profonde, participative, au niveau ménage, qui a mené, par exemple, l'action contre la faim, de revoir
la façon dont ils distribuaient les espèces, le programme d'espèces dans plusieurs pays où ils faisaient, si je me rappelle bien, 2 fois par an ou même 1 fois par an, mais c'était après une meilleure appréciation de ces dynamiques ménagères qu'ils ont revu une façon de distribuer leur argent, disons, dans une façon plus régulière dans l'année. Même tôt finalement, mais dans une façon qui répondait beaucoup mieux à les besoins des ménages et des besoins saisonniers, disons, les défis saisonniers. Et puis finalement, je pourrais citer quelque chose que je viens de découvrir il y a très peu de temps, et c'est un projet, c'est un travail de UNICEF dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Avec des cell phones, avec ces téléphones mobiles, un programme qui s'appelle You Reporters. C'est des reporters UNICEF, disons, où ils ont créé un système de sondage qui est vraiment ciblé surtout sur les jeunes, où ils peuvent répondre à des questions par SMS, par des messages gratuits, des questions, des sondages sur, disons, l'existence de violence dans leur communauté, leur expérience des élections passées, les priorités qu'ils pensent sont importantes pour les nouvelles gouverneurs. Ils ont déjà, juste au Nigeria, 200 000 personnes qui sont participants dans ce système de You Reporters. Et pour moi, ça nous donne un peu une optique très intéressante, très indépendante, surtout d'une couche très jeune, de comment ils voient un peu aujourd'hui. On leur demande, disons, le rôle du gouvernement et les efforts du gouvernement, mais pourquoi pas leur demander aussi comment se passe le travail des humanitaires au nord-est du pays avec les déplacés internes, comment ils aperçoivent la distribution de la nourriture, est-ce que c'est fait dans une façon équitable, etc. Donc je pense que ça c'est un 4e exemple que je pense est quelque chose à suivre de proche. Merci. Merci Robert. On va revenir vers vous un petit peu plus tard. Je voudrais maintenant me diriger de Dakar à Nairobi, où à Nairobi nous avons Nicolas Seri, qui travaille avec Transparency International, une ONG qui travaille dans un projet de redevabilité. Vraiment, c'est notre case study que nous allons présenter pendant ce séminaire, où Nicolas va nous expliquer un petit peu comment, dans une opération avec 45 ONG, Organisation des Nations Unies, le gouvernement de Kenya, dans une zone où l'accès est assez difficile, dans une zone où il y a des problèmes d'alphabétisation, des problèmes de pauvreté, vraiment il a mis sur place un projet de redevabilité. Alors Nicolas, bienvenue à cet séminaire. Ça sera bien si vous pouvez nous partager votre expérience. Je vais prendre aussi au même moment une question qui vient d'arriver par un de nos participants, et ça sera bien si vous pouvez aussi élaborer. Le participant demande finalement, comment est-ce qu'on peut identifier de bons interlocuteurs, des interlocuteurs appropriés qui pourraient participer. Et puis pour mettre en œuvre cette redevabilité, vraiment ça va coûter beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on peut avoir ce financement pour le mettre sur place? Alors Nicolas, à vous, si vous pouvez nous présenter un petit peu l'exemple kenyan, et puis nous répondre aussi à ces 2 questions de financement et de partenaires, des interlocuteurs pour pouvoir mettre en place un projet de redevabilité envers la population affectée. Nicolas, à vous. Bonjour Panos, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Donc effectivement, nous avec Transparency International au Kenya, on a mis en place un mécanisme de redevabilité collective suite à une étude qu'on avait conduite en 2011 au moment de la famine dans la corne de l'Afrique.
où en gros les populations qu'on avait interrogées à ce moment-là nous disaient qu'elles avaient des difficultés à faire part de leur vision des choses et de leurs réclamations, parce que la plupart des agences qu'il y avait, ces systèmes de redevabilité et ces systèmes de collection des réclamations étaient toujours spécifiques à un secteur ou à leurs propres opérations. Et dans des situations d'urgence, où il y a beaucoup d'acteurs qui apportent beaucoup d'aide et de services, souvent les populations affectées ne savent pas qui est responsable de quoi, et du coup elles ne savent pas où se retourner quand elles ont des questions ou des réclamations à faire, et la multiplication de ces systèmes de redevabilité apporte souvent plus de conclusions que de clarité au niveau des populations. Donc nous, depuis l'année dernière, on travaille en partenariat avec 46 partenaires dans 3 régions du nord du Kenya. Ça inclut le gouvernement national, le gouvernement des régions, des ONG internationales et locales. Et ce système permet donc aux populations de soumettre et de référer leurs réclamations concernant tout type d'aide et de services à l'échelle locale, soit directement par Internet, à travers cette plateforme Internet qu'on a développée, soit par un SMS, un texto, ou soit en remplissant un formulaire papier. Et l'accord qu'on a avec tous nos partenaires, c'est que on s'est mis d'accord sur un formulaire commun, sur des messages communs. Et tous nos partenaires, dans le cadre de leurs opérations régulières et de leurs interactions régulières avec les communautés, partagent l'information et expliquent aux populations quel numéro appeler ou qui contacter quand elles ont des questions ou des réclamations. Elles peuvent s'adresser à n'importe quel staff de n'importe quel de nos 46 partenaires quand elles ont des questions. Les personnes qui n'ont pas accès au téléphone ou qui sont illettrées peuvent soumettre leurs réclamations par ces formes papier à travers des comités au niveau locaux ou en parlant au personnel de terrain de nos partenaires. Et donc ces réclamations sont ensuite collectées, remises à chacun des personnes référentes qui ont été identifiées au sein de chaque organisation partenaire, et elles sont ensuite enregistrées dans le système et référées aux agences qui sont responsables, qui doivent apporter une réponse, tout en garantissant la confidentialité à la fois des personnes qui rapportent ces réclamations, mais aussi chaque partenaire n'a accès uniquement aux réclamations qui concernent son association ou son organisation. Donc il n'y a pas un partage au niveau des différentes organisations, ce qui permet de préserver aussi cette confidentialité au niveau des institutions. Et ce programme est donc mis en œuvre de manière conjointe, donc à travers des réunions mensuelles. On a également mis en place un système qui nous permet de diffuser des textos et des SMS à toutes les personnes qui ont déjà envoyé un message ou une question à travers la plateforme, pour leur permettre d'avoir accès à des informations d'urgence liées aux questions de résilience. Donc aujourd'hui, on a à peu près 2200 personnes qui ont envoyé une question, un compliment ou une réclamation en utilisant ce système, et on est maintenant en mesure d'utiliser leur numéro de
de téléphone pour leur envoyer des informations. Je vais juste vous donner un exemple rapidement sur l'utilité de ce type de système. Dans une région proche dans l'est du Kenya, proche de la Somalie, dans la région Somalie du Kenya, en octobre, on a eu une réclamation de personnes qui exprimaient leur mécontentement par rapport au fait qu'ils ne savaient pas s'ils avaient été ciblés pour recevoir un versement d'argent dans le cadre d'un programme national de lutte contre la faim. Donc par la suite à cette réclamation, en fait, les listes de bénéficiaires ont été imprimées, elles ont été affichées dans tous les villages du comté. Certains nombres de bénéficiaires ont pu être rectifiés. Et suite à cette action conjointe donc, de l'agence de l'autorité nationale de gestion des sécheresses, d'une organisation internationale et d'une association locale, 4000 familles ont pu ouvrir un compte bancaire et reçoivent maintenant un versement d'argent qui équivaut à peu près à 50 € tous les 2 mois. Donc c'est pour montrer que quand on arrive à travailler ensemble et de manière conjointe sur ces mécanismes de redevabilité, ça peut vraiment avoir un bénéfice direct pour les populations affectées. Pour essayer de répondre à la question du coût, nous, le système qu'on a mis en place, si on prend en compte tous les coûts, c'est-à-dire une personne pour assurer la coordination de ce mécanisme au niveau local, plus les frais d'hébergement de la plateforme Internet, les coûts de SMS et de texto donc qu'on prend en charge nous-mêmes pour que ce coût ne soit pas à la charge des populations, plus des émissions mensuelles à la radio locale pour permettre à nos partenaires d'expliquer leurs actions sur des thématiques bien précises et aux populations d'appeler et de poser des questions directement ou même de poser leurs réclamations à travers ces émissions de radio. Ça coûte l'équivalent de 3000 € par mois. Donc si on voit la somme de l'aide humanitaire dans ces régions par mois, c'est vraiment un coût minimum. Donc même avec peu d'argent, peu de moyens, si on travaille de manière conjointe, on peut effectivement mettre en place des mécanismes de redevabilité qui sont peu coûteux. Effectivement, pour essayer de répondre à la dernière question, comment identifier les personnes ressources, surtout dans des phases d'urgence et dans des régions dans lesquelles les organisations n'ont pas forcément de présence antérieure. C'est toujours une difficulté, notamment dans la phase aiguë de la réponse humanitaire. Donc c'est pour ça qu'on recommande fortement, dans le cadre des mécanismes d'alerte et de préparation à l'urgence, d'intégrer ces mécanismes pour qu'ils soient préparés en amont, plutôt qu'au moment où l'urgence humanitaire est mise en place, mais aussi d'inclure le personnel local dans la construction et la mise en place de ces mécanismes. C'est souvent le personnel local qui est les plus proches des problèmes des personnes affectées qui vont être le mieux en mesure de proposer des réponses qui soient adaptées aux besoins et au contexte de ces communautés. Et également, quand cela est possible, d'utiliser soit la radio, soit des technologies comme le téléphone, les textos, pour permettre aux populations de soumettre leurs réclamations ou parfois même de manière plus simple encore, d'avoir une table ou un point de réclamation sur les points de distribution ou de
de mise en œuvre des services essentiels pour que les personnes se sentent à même de partager leur vision des choses et leurs réclamations quand ils ont des difficultés avec la manière de distribuer ou de cibler l'aide humanitaire. Nicolas, vraiment merci d'avoir partagé l'expérience de travail que vous faites avec Transparency International au Kenya dans un programme qui est assez complexe parce que ça inclut 45 ONG sur place, ça inclut aussi le gouvernement sur place et vraiment vous utilisez plusieurs moyens. On vous a entendu parler du radio, des SMS, d'un formulaire, d'un système où vous emmenez sur réclamation collectée à travers 45 organisations et vous donnez le feedback après à cette organisation pour adopter, pour changer, pour améliorer ou pour donner un feedback à la même personne pour savoir ce qui était fait, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est vraiment ce dialogue, cette transparence est essentielle pour mettre la redevabilité au centre de notre opération là sur place. C'est un excellent modèle que vraiment nous espérons en tant qu'humanitaire de l'avoir établi dans chaque opération humanitaire dans le monde où on peut avoir une redevabilité, un feedback au système collectif de la façon avec laquelle nous travaillons. On va revenir vers vous, Nicolas, mais alors maintenant ce que je voudrais faire, c'est me rediriger vers Dakar où nous avons Mamadou qui va aussi partager avec nous un petit peu son expérience avec l'organisation avec laquelle il travaille, OFADEC, et le système qui est mis sur place aussi au Sénégal avec un mécanisme de collecte, de suggestions, un mécanisme avec de demandes de formation, de réclamations qui est mis là sur place dans le programme qui gère là. Alors Mamadou, ça serait bien si vous pouvez aussi nous donner les ingrédients pratiques, comment vous l'avez fait, quelles sont les étapes que vous avez mis sur place. Le collègue qui nous suit de plusieurs pays, de plusieurs opérations, comment est-ce qu'ils peuvent être inspirés pour renforcer ou pour mettre un programme sur place dans leur pays. Alors Mamadou, à vous. Merci beaucoup. Nous avons effectivement un système de collecte. En fait, nous avons d'abord un cadre de redevabilité qui regroupe tous les éléments, dont un système de réclamation. Et ce système de réclamation, nous l'avons fait à partir d'abord de la base de l'analyse de la demande des populations. Il faut analyser, comprendre qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je donnerai tout à l'heure un exemple très précis. Donc, il faut comprendre leurs demandes. Il faut aussi être en mesure de répondre à leurs demandes. Et il faut aussi, un troisième élément, s'assurer que les personnes concernées ont la capacité de demander ou de réclamer. Si on n'a pas tous ces trois éléments ensemble, on peut faire un système qui marche comme on dit chez nous. L'autre aspect aussi, avoir un système de réclamation, j'ai regardé un peu sur les textes qui arrivaient, seulement n'est pas suffisant. Il faut avoir un cadre. Et comme Nicolas, je dirais que le prix en vaut la chandelle. Si on a une organisation qui ne fonctionne pas bien, si on ne répond pas aux demandes, il y a une frustration de tous côtés. Maintenant, toujours pour revenir à l'aspect participation, quand on a voulu faire ce système, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, bon, on va mettre un système de réclamation. Mon collègue Lamba, qui gère ce dossier, est avec nous, certainement en train d'écouter. On a dit, on va mettre un système de réclamation, blablabla. Donc, on venait tout de suite de se mettre un peu dans RAP et on voulait faire. Et après, on s'est dit, mais on va faire un système. On est parti d'une participation des gens. Qu'est-ce que vous voulez? Comment on va le faire? Les gens nous ont dit tout de suite, on ne veut pas une boîte où on met réclamation. Parce que sinon, dès que Nicolas va vers la boîte, on va dire c'est lui. Et Nicolas a mentionné aussi un élément important, c'est la sécurité de celui qui fait la réclamation et c'est la confidentialité.
parce que il est possible qu'il y ait des représailles, que moi je sois pas très content. Ah, c'est lui qui a parti poser le problème, mais ça arrive, et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'identification de celui qui participait. Donc, on a regardé ces aspects et on a dit, bon, écoutez, on vient faire un truc. Les gens nous ont dit, bon, nous, ce qu'on voudrait, c'est quelque chose qu'on appelle SYNFOR. Pourquoi SYNFOR? D'abord, c'est s'informer, faire des suggestions et des réclamations. Donc, ça devient un peu plus. Moi, je peux aller vers la boîte quand Paul me demandera, oh, j'ai fait une suggestion, j'ai fait ceci. Donc, c'est aussi une manière de garantir l'utilisation de ces boîtes quand on les met. C'est pas la seule forme, il y a X formes qu'on peut mettre en place, mais l'essentiel, c'est de partir de la demande des gens, de voir qu'est-ce qu'on peut offrir et de leur permettre aussi de réclamer. Donc, c'est comme ça qu'on a institué SYNFOR. Donc, c'est une boîte, c'est une adresse mail, c'est un téléphone où on peut envoyer des SMS et autres. Mais pour être précis aussi, on ne veut pas en fait, on en tient compte. Mais une réclamation anonyme ne nous aide pas du tout. Parce que si vous devez revenir vers la personne, il y a par exemple des réclamations qui ont pris 6 mois à être réglées. Et par chaque fois, il fallait revenir vers celui qui a réclamé pour comprendre qu'est-ce que c'est quelle date, ça comprenait quoi et quoi. Néanmoins, si on a un truc anonyme, on peut toujours se dire, on peut se poser des questions, mais ça ne nous oblige pas de déclencher une enquête. Et si vous avez un système de réclamation, il faut soit avoir des personnes formées pour faire les investigations ou pouvoir utiliser certaines ONG qui s'occupent de redevabilité et autres qui peuvent vous aider dans le cas où vous n'êtes pas en mesure de faire les investigations nécessaires, parce qu'il ne faut pas que n'importe qui vienne faire des investigations. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de confidentialité pour ceux qui viennent faire ces réclamations. Donc, on a mis ce système en place. Dès le début, nous avons eu beaucoup de réclamations et beaucoup de ces réclamations, souvent, c'était un manque d'information ou une mauvaise diffusion de l'information de notre part. Donc, on a eu à gérer cette situation et de plus en plus, nous avons moins de demandes. Je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, comment nous avons géré la question des bourses au niveau des étudiants réfugiés. On a 300 demandes et à 60 bourses. Qu'est-ce que vous faites? Quand je choisis Paul et Jean, Pierre dira c'était mon ami ou c'est parce que je suis pas d'accord avec lui. Donc, on a travaillé avec les gens et on a dit, mais quel est le système le plus important pour nous de faire pour que on ait une grande transparence, que les résultats annoncés ne soient pas contestables. Vous aurez toujours des contestations, même si c'est très transparent. Donc, on a mis en place un comité comprenant l'organisation. Concernant l'Agence des Nations Unies, on a mis Amnesty International Sénégal, une autre organisation des droits de l'homme, le ministère de l'Éducation nationale et des représentants des réfugiés qui siègent à la commission. Donc, et c'est la commission, c'est pas OFADEC qui décide, c'est pas l'Agence des Nations Unies qui décide, c'est ce comité qui décide et qui signe un PV et qui permet de dire voilà ce qui s'est passé. Ce qui limite assez bien les risques de dire moi j'ai pas été bien traité parce que Jean qui était dans la commission, je lui ai porté la contradiction, etc. Donc je veux pas trop me prendre du temps par rapport aux questions. Donc c'est comme ça que nous avons fait. Mais le système SYNFOR est adossé à tout un système. Nous avons mis en place un cadre de redevabilité qui travaille sur les différents points que nous avons mentionnés. Ce qu'on fait tous les ans, d'abord pour moi aussi, pour avoir un cadre de redevabilité convenable, il faut avoir je ne sais plus comment on dit le mot en français, sa lettre de mission. Si on vient dans une zone, on dit, nous, c'est OFADEC, on s'occupe des réfugiés, on fait ça, il faut que les personnes sachent qu'est-ce que vous faites. Vous êtes dans quoi? Et à partir de ça, vous avez ça en place. Vous avez aussi besoin
d'indiquer comment fonctionne le système. Et pour revenir toujours au système, quand on a fait ça, on a dit, bon, on va le faire avec OFADE. Les membres de la communauté réfugiée qui étaient associés ont dit, non, attendez une minute, si vous faites ça, vous, tout seul, vous serez capable de mettre les plaintes qui ne vous arrangent pas dans un coin. Donc, nous, on a besoin d'un représentant réfugié. Donc, on a un point focal réfugié en accountability qui siège dans le système et qui nous permet de le mettre en œuvre. Donc, c'est un peu comme ça que nous avons fait ce système. Ce système repose sur un compte Internet, un compte SMS et des boîtes où les gens peuvent aller réclamer, avoir, et on a un protocole très précis. Quand on reçoit une réclamation, nous devons dans la semaine envoyer une réponse pour dire nous avons reçu votre réclamation, donc on a toute une procédure pour le traitement. Et on a un délai précis qui est fixé, et dans certains cas, si nous sommes obligés de dépasser le délai, nous devons en informer les personnes concernées. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux dire sur ce système que nous avons mis en place et qui, à notre avis, est très important. Maintenant, toujours est-il que avoir un système de réclamation n'est pas suffisant. Il faut pouvoir traiter les demandes, il faut pouvoir répondre aux demandes et il faut pouvoir faire les réparations nécessaires s'il y a lieu. Et dans ce cadre-là, nous avons à plusieurs reprises eu à conduire des investigations parce que nous avons eu la possibilité, parce que nous sommes aussi membres de HAP, d'avoir des personnes qui sont formées en investigation. Et d'un autre côté, les personnes affectées qui travaillent avec nous, s'ils ne sont pas satisfaits de nos réponses, ils peuvent même réclamer au niveau de HAP. Et c'est déjà arrivé avec nous, quelqu'un s'est senti, n'a pas pensé que notre système était valable ou fiable, il a envoyé sa plainte à HAP parce que, étant membre, nous avons accepté ce principe-là. Et ce qu'on fait aussi dans la redevabilité, c'est aussi partager à la fois avec le personnel et les personnes concernées tout ce qu'on a signé. Tous les ans, nous faisons régulièrement avec mon collègue la revue des engagements de OFADE, notre code de conduite. Nous faisons la revue du code de conduite de la Croix-Rouge que nous avons signé. Nous faisons aussi la revue pour tout le personnel, ce qu'on ne faisait pas habituellement, parce que dans beaucoup d'organisations, comme c'était notre cas, il y avait une dizaine ou une quinzaine de personnes qui savaient réellement nos engagements. Ça aussi, c'est un élément important, à mon avis, pour mettre un système en place. Donc, en mettant en place ce système, je dois dire que c'était beaucoup de travail au début. Beaucoup de personnel se disaient, mais c'est une manière de nous gestionner, c'est une manière. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens trouvent que c'est un outil important parce qu'il permet d'analyser la situation. Il permet aussi de comprendre et aujourd'hui, je peux dire de limiter un peu les frustrations de part et d'autre. Je ne peux pas dire que c'est un système parfait. Et pour revenir à la participation, ce que nous faisons, il y a des représentants des réfugiés qui participent directement, mais le responsable de la mise en œuvre de ce programme aussi, pendant les journées de visite qu'on prévoit avec les réfugiés, pas seulement les représentants, il fait comment on appelle ça, il fait je mélange avec l'anglais, surveille pour pouvoir, si quelqu'un vient, un réfugié vient pour un problème précis, il peut lui donner un questionnaire. Voilà, il fait des questionnaires pour dire si vous avez un problème, qu'est-ce que vous pensez de ceci, et il peut avoir aussi d'autres feedbacks d'autres personnes. Parce que, comme quelqu'un l'a souligné, la difficulté, c'est souvent aussi d'avoir les bonnes personnes. C'est pas, nous, on ne peut pas garantir qu'on a toujours une analyse des parties prenantes aussi peut aider dans cette direction. Et de voir, je suis dans ce cadre, qui est qui, les représentants de ceci, les représentants de ça. Je pense que si on met tout ça ensemble, ça peut aider à trouver quelque chose d'adéquat. Je vais m'arrêter là, je ne veux pas trop parler encore, je vais sur les autres aussi, s'il vous plaît. Voilà.
Mamadou, vraiment merci d'avoir partagé le modèle et l'expérience que vous avez eue avec OFADEC au Sénégal. Vous avez parlé de l'adaptation de l'approche sur le pays en impliquant le partenaire approprié. Mais ce que je prends aussi le plus important, c'est d'avoir pas seulement recevoir l'information, pas seulement partager, mais de faire vraiment le traitement, le suivi, le follow-up sur ce qui est sur la plainte ou ce qui nous ont été partagé. Et vraiment, ça aussi, c'est un élément très important. Pas seulement de communiquer, pas seulement de prendre en compte, de me donner un compte, mais vraiment être aussi accountable, vraiment d'être redevable sur ce qui doit être fait pour faire le follow-up, le suivi. Ce qui est vraiment très, très important. On est vraiment inondé ici au niveau de Genève avec plusieurs questions, commentaires que vous nous avez envoyés. Je vais continuer à prendre vos questions, les passer à nos panélistes d'aujourd'hui. Alors, Robert, je vais me diriger vers vous. Et une des questions que nous venons de recevoir, c'est vraiment des collègues qui disent, voilà, très bien, nous avons entendu le modèle kényan que Nicolas nous a parlé, Mamadou vient de nous présenter Sénégal. Vous, en tant que coordinateur régional, qu'est-ce que vous voyez qui doit être fait vraiment dans chaque réponse humanitaire pour appliquer la redevabilité, pour que la redevabilité envers la population affectée soit intégrée effectivement dans chaque réponse humanitaire. Et je vais aussi prendre une deuxième question qui est aussi dirigée avec vous. Un de nos collègues qui disent, mais finalement, comment est-ce qu'on peut impliquer le plus vulnérable dans cet effort de redevabilité? Comment est-ce qu'on peut nous assurer pour que ceux qui sont vraiment le plus besoin puissent contribuer avec leur expérience, leurs besoins dans l'action humanitaire? Alors, Robert, je vous passe la parole. Oui, Panos, merci beaucoup. C'est une discussion très, très intéressante. Je pense, pour moi, comment vraiment assurer que ça se fait? Pour moi, le message, il y a plusieurs messages clés. Premièrement, clairement, si ce n'est pas une priorité, ça ne va pas se passer. Donc, surtout, on a besoin des directeurs qui doivent faire en sorte que cela se passe. Tout simplement. Si ce n'est pas une priorité, ça ne va pas se passer. Deuxièmement, si on n'alloue pas suffisamment de temps pour ce genre de travail, ça ne va pas se passer non plus. Au Sahel, l'argumentation que tout doit être fait rapidement avec des compromis sur l'approche n'est pas vraiment, à mon avis, acceptable. Tragiquement, au Sahel, en tout cas, il y a une prévisibilité vis-à-vis des besoins de l'année dernière qui est assez tragique. On sait un peu ce que l'année prochaine va nous donner. L'idée qu'on devrait travailler dans une façon de très court terme de 6 mois et que cela ne permet pas de s'asseour, d'écouter cette population, de revoir un peu nos stratégies, etc. J'accepte pas cette argumentation. Troisièmement, bien entendu, ça coûte de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, on doit reconnaître qu'on a besoin d'investir dans ce genre de travail. Ça coûte de l'argent de reproduire des matériels d'information. Ça coûte beaucoup de faire des traductions. Ça, c'est quelque chose dont nous n'avons pas parlé, mais cette question d'assurer qu'il y a plus de matériaux dans des langues, disons, indigènes, est très, très importante et quelque chose qu'on oublie souvent. Ça coûte de l'argent de payer, bien sûr, les salaires des travailleurs sociaux, mais c'est du travail vraiment très important. Donc, premièrement, ça doit être une priorité. Deuxièmement, on doit allouer du temps. Troisièmement, il faut mettre de l'argent derrière ces objectifs. Je pense que le travail serait beaucoup, disons, fort facilité si on essaie plutôt de capitaliser sur ce qui existe déjà. Des mécanismes communautaires existants qu'on trouve. Et je me rappelle bien, par exemple, j'ai travaillé sur le travail après le tsunami en Indonésie, à Aceh. On a trouvé que effectivement
il y avait beaucoup de comités communautaires qui existaient grâce à un grand programme de la Banque mondiale, ces comités ont devenu un peu notre base de suivi communautaire pour la réponse là-bas. Au Népal aujourd'hui, après ce tremblement de terre tragique la semaine dernière, moi j'ai passé 5 ans là-bas, je sais qu'on a créé carrément des milliers de communautés, de mécanismes communautaires qui sont là aujourd'hui, qui ont besoin d'être utilisés et au lieu de substituer. Et je pense vraiment il y a souvent ce risque que nous oublions qu'il y a des mécanismes déjà en place. Des groupes de jeunes, des groupes d'action féminins, de femmes, disons, des communautés paralégales, des communautés de gestion de l'eau, ou même des systèmes, disons, la représentation locale, les élus locaux qui sont là, qui devraient faire partie un peu de cette redevabilité. Donc l'infrastructure est souvent là, mais souvent on y entre et on commence à inventer des nouvelles structures. Et je pense que ça c'est une erreur qu'on doit vraiment éviter. On doit renforcer cette capacité de ces acteurs, préserver leur indépendance, etc. J'ajouterais aussi que souvent de protéger un peu cette indépendance, et encore Mamadou a parlé un peu de ça aussi. Il y a des façons de le faire. Je pense au Népal, au travail du PNUD, là-bas, où on a pris un somme d'argent de tous les projets. Chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, on prenait un pourcentage et on le mettait en commun, disons. Et on a créé avec cet argent une équipe purement de suivi communautaire. Et son rôle unique, son travail unique était de passer à la communauté et demander leur opinion sur la gestion des programmes du PNUD. Comment ça se passe, est-ce qu'ils sont satisfaits, etc. Mais c'était une équipe complètement indépendante des projets qui répondait directement à la directrice du pays pour le PNUD. Et je pense que ça, c'est un modèle assez important. Au Sri Lanka, après le tsunami, le gouvernement a demandé au commissaire des droits de l'homme national, c'est la commission des droits de l'homme national, de gérer un processus de conduite de plainte, et après la reconstruction. Et un des résultats de ce processus par la Commission nationale des droits de l'homme au Sri Lanka était l'introduction, par exemple, de beaucoup plus d'utilisation d'espèces, de cash, au lieu de in-kind, parce que ces populations voulaient beaucoup plus de contrôle sur leurs besoins, la réponse, ils voulaient gérer ce travail eux-mêmes. Puis finalement, je dois reconnaître qu'on a besoin d'éduquer aussi nos donateurs. Ils sont, disons, bien très importants. Ils nous permettent de faire ce qu'on fait. Ils peuvent aussi nous arrêter, disons. Ils peuvent devenir un obstacle. Ils devraient aussi eux-mêmes reconnaître que ce travail de mettre en place des processus de redevabilité doit être au centre de notre travail. Et que ce n'est pas un frais administratif, un overhead cost, mais que c'est quelque chose qui est fondamental pour assurer des résultats de qualité. Et pour ça, ils doivent nous permettre de mettre de l'argent à côté pour ce travail. Ils ont besoin aussi de nous permettre suffisamment de temps d'introduire une phase de consultation et de nous donner la capacité, la flexibilité d'adapter nos stratégies après qu'on a entendu, disons, des conseils, du feedback qui demande que nous changeons un peu l'approche. On a besoin de faire ce travail ensemble, bailleurs et disons, acteurs humanitaires, c'est clair. Donc pour moi, c'est un peu des messages clés pour assurer que ça se passe toujours dans une façon vraiment systématique et automatique.
la participation des plus vulnérables est certainement un des défis importants. Ils ont peut-être pas accès à l'internet, peut-être, ou c'est rare, mais quand même pas accès à des téléphones mobiles. Ils sont peut-être pas literate, alphabétisés par exemple. Et donc là, certainement, on doit trouver des façons beaucoup plus sophistiquées, disons, pour leur écouter, pour assurer une participation. Et on a, je sais, au Népal, où on a des couches, disons, culturelles exclues dans un pays comme cela, et très stratifiées, cette société. Cette couche de untouchables, de Dalits avec qui nous travaillons, on a vraiment construit un processus de consultation parallèle pour eux, pour qu'ils avaient quand même une façon de nous prévenir et des problèmes qui arrivent sur notre travail, ou bien d'exprimer leurs besoins dans une façon qui est ils ont un venu qui est un peu séparé pour que leur voix ait été bien entendue. Mais c'est un travail, je pense, c'est une bonne question et un travail très difficile. À vous. Merci Robert, merci d'avoir partagé les exemples pratiques, mais aussi d'avoir souligné le rôle de bailleurs de fonds. D'ailleurs, nous voyons de plus en plus de bailleurs de fonds qui mettent la redevabilité comme un critère dans leur financement aux agences. Alors, bien sûr, leur voix est très importante. Comme Nicolas nous a dit, le coût vraiment n'est pas énorme quand nous voyons sur la totalité d'un projet qui est là sur place. Je vais me diriger, d'ailleurs il nous reste qu'une petite dizaine de minutes, le temps se passait très très vite dans un débat qui est vraiment énormément intéressant. Je vais revenir vers Roméo qui représente la voix de populations affectées. Roméo, il a une question qui vient vers vous. Un de nos collègues qui assiste à cette discussion, il pose la question en disant dans les urgences, vraiment en tant qu'humanitaires, notre priorité est de sauver la vie de la personne que nous devons assister. Vraiment, comment est-ce qu'on peut avoir cette redevabilité? Est-ce que c'est important dans des crises, dans un moment de crise, vraiment de voir ce dialogue, ou est-ce que cette redevabilité doit être faite seulement dans des opérations long terme où nous avons le temps d'avoir? Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue? Roméo, à vous. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que la redevabilité, elle doit prendre en compte à tout moment. Elle doit intervenir à tout moment. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une urgence, il faut une réclamation. Je donne un exemple tout de suite. Vous avez une population réfugiée qui vient juste de débarquer dans un pays d'asile et le besoin se présente tout de suite. Donc, il ne faudrait pas attendre le long terme pour traiter cette réclamation de ces réfugiés-là. Donc, tout de suite, les réfugiés doivent être orientés à travers des personnes bien spécifiées pour porter des réclamations. Et une fois ces réclamations sont posées et bien posées, moi je crois qu'elles doivent être traitées immédiatement et non d'attendre vraiment à un long terme. Voilà. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est par rapport aux organismes qui s'occupent de cette redevabilité. Je prends par exemple l'OPADEC. Ce traitement de ces réclamations, moi je me dis il faut que ça soit quelque chose de continuel. C'est-à-dire il faut l'instituer. Il faut mettre tout un service en place pour pouvoir traiter ces réclamations. Et là, ça demande des moyens. Alors, je souhaiterais savoir si, au niveau le plus élevé, s'il y a des fonds disponibles pour soutenir des ONG, pour que ces ONG puissent vraiment créer des services bien spécifiques qui vont s'occuper et recruter des personnes qui vont s'occuper spécialement pour traiter ces réclamations. Moi, je crois que ça va être très avantageux pour nous. Déjà, c'est un programme que nous saluons. Donc, si ça continue à chaque fois, comment dirais-je, ce programme de redevabilité qui s'occupe des traitements, vraiment des réclamations, si c'est continuel à long terme, moi je me dis que c'est une bonne chose pour nous puisque nous l'apprécions beaucoup. Donc, tout de suite, s'il y a urgence, il faut traiter l'urgence parce que nous les réfugiés, on veut tout de suite vraiment les résultats, même si on sait que
la réponse ne sera pas positive immédiatement. Mais on est toujours pressé, on veut toujours avoir la satisfaction. Et s'il y a des personnes tout de suite disponibles qui sont prêtes à traiter nos réclamations, vraiment ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup nous faire grand plaisir. Donc on souhaiterait vraiment que ça soit continuel, qu'il y ait des fonds pour soutenir des ONG, des organisations nationales comme internationales qui sont prêts vraiment à soutenir les personnes affectées, en tenant compte vraiment de leurs difficultés et de leurs réclamations. Merci Romero, merci. Je voudrais demander à Robert de mettre son haut-parleur en silence, s'il vous plaît, parce qu'il y a une interférence. Je vais me diriger maintenant vers Nicolas. Nicolas, il y a deux questions que je vous demande de nous répondre vraiment brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce sont vraiment deux questions très importantes. La première question, c'est vraiment lié avec le mécanisme de redevabilité, comment vraiment s'assurer de la participation de femmes dans un environnement où parfois les pratiques sociales sont très discriminantes envers les femmes. Alors c'est vraiment le rôle de femmes, la voix de femmes, comment nous assurer que vraiment c'est pris en compte. Et puis il y a une deuxième question qui aussi est posée, qui vise vraiment c'est difficile de mettre la redevabilité dans un contexte où souvent il y a des changements de staff. Tous les 3 mois, il y a des staff qui viennent de part. Comment nous assurer la continuité dans un contexte avec une rotation assez fréquente des acteurs humanitaires. Nicolas, à vous. Oui, merci Panos. Donc, pour ce qui concerne la participation des femmes, je voulais revenir sur ce que Robert avait dit. Souvent, au niveau communautaire, il y a des structures communautaires qui existent, où les femmes sont souvent représentées, et utiliser ces structures communautaires et notamment des représentantes de la gente féminine au sein de ces communautés pour faciliter la participation des femmes dans ces retours et ces réclamations que l'on veut recevoir me semble essentiel. L'autre chose qu'on a vu au Kenya, c'est que à partir du moment où on met en place dans les pays et dans les régions où cela est possible des systèmes qui permettent aux populations d'appeler ou d'envoyer des SMS, c'est des mécanismes qui permettent aux femmes aussi d'envoyer des messages sans être vues forcément à une table de réclamation ou en train de parler à des personnes des ONG pour faire leurs réclamations. Après, c'est toujours difficile de faire une réponse générale. Je pense qu'il faut vraiment regarder chaque contexte et d'où l'importance vraiment de contextualiser ces mécanismes de redevabilité pour que ça fonctionne et d'inclure les populations affectées dans la construction de ces mécanismes pour qu'ils soient efficaces. Sur la question du turnover ou de la rotation du personnel dans les situations d'urgence notamment, je crois que ça a été déjà souligné auparavant. Je pense que la question principale, c'est vraiment la question du leadership, de la prioritisation de ces questions de redevabilité au niveau des instances dirigeantes des organisations, et de l'institutionnalisation de ces mécanismes de redevabilité à tous les stades du cycle de projet, pour que ça ne soit pas l'initiative ou la responsabilité individuelle de chaque personne, mais que ça fasse vraiment partie des mécanismes de programmation et de mise en œuvre des programmes, et que les personnels humanitaires soient aussi évalués
par rapport à ces questions de redevabilité et pas seulement sur les autres questions opérationnelles. Merci, merci Nicolas. On a vraiment juste quelques minutes. Alors, je vais demander Mamadou, je vais poser la prochaine question vraiment de reprendre d'une façon la plus brève possible. Mais c'est une question qui est très importante. Alors, un de nos collègues qui nous écoutent nous a envoyé une question qui dit comment est-ce que l'action humanitaire d'urgence d'abord tient compte des efforts de long terme des organisations nationales? Et est-ce qu'en mettant un plan de redevabilité envers les populations affectées, est-ce que vraiment ça affaiblisse le rôle des associations nationales et des structures locales qui sont là sur place? Alors vraiment, c'est le rôle des acteurs nationaux sur la redevabilité. Mamadou, et aussi je vais prendre une deuxième question qui aussi parle de questions de budget. Parce si on n'a pas, un collègue dit, si on n'a pas un budget, finalement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour mettre en place un système de redevabilité? Comment est-ce qu'on peut le faire sans avoir trop d'argent? Mamadou, à vous, très brièvement, s'il vous plaît. Mamadou, on vous entend pas. Si vous voulez appuyer sur le bouton de silence pour qu'on puisse vous écouter. On vous entend pas. Mamadou, à vous. Donc, je disais que la redevabilité au niveau des populations ne met pas en difficulté les ONG nationales. Au contraire, je pense que ça peut même les renforcer. Parce que la redevabilité, en fait, c'est poser le problème aux acteurs finaux qui sont capables de définir ce dont ils ont besoin. Les ONG nationales peuvent aider, mais ça ne met pas en quelque sorte leurs problèmes, ça peut pas amener, à mon avis, des problèmes. Excusez-moi, j'étais emmêlé avec mon bouton. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question, s'il vous plaît? La deuxième question, c'est sur le budget. Oui. C'est si on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on n'a pas le budget, il faut utiliser les moyens créatifs. Notre système n'a pas un budget spécifique. Nous avons beaucoup de volontariat de la part du personnel et nous avons du volontariat aussi au niveau des réfugiés qui participent. Et c'est ça un peu aussi la question que Robert a posée tout à l'heure. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les donateurs parlent beaucoup de redevabilité. Ils devraient mettre l'argent là où leur bouche est. Et je pense que c'est un élément important pour arriver à la qualité à donner une aide de qualité. Donc, il faut mettre des ressources là-bas. Et j'irai même plus loin. Parce que les donateurs qui poussent vers la redevabilité doivent eux aussi se créer un système de redevabilité. Parce que c'est aussi important dans les deux sens. Et la dernière question concernant, je permets d'y aller, c'est quand on dit c'est une urgence, on ne peut pas faire de la redevabilité, est-ce qu'on peut faire? Je dis oui, on peut le faire. Il faut partir de ces principes et élaborer au fur et à mesure. On ne demande pas d'avoir un système parfait le premier jour, mais si on part de la transparence, on part de la participation, on peut aboutir et c'est la base pour faire une action humanitaire qui réponde aux besoins. Merci. Merci Mamadou. Vraiment, on a dépassé le temps, mais il y a une dernière question que je vais me diriger vers Robert. C'est une question qui est très importante, que je crois que c'est important de la mettre. Un des participants nous a envoyé une question en disant, mais finalement, est-ce que la problématique de redevabilité et des questions de protection, la question de droits de l'homme, est-ce que vraiment il y a une interconnexion entre les deux? Est-ce qu'on peut faire la redevabilité? Quel est le lien avec les questions sensibles, délicates que nous voyons souvent aux opérations? Robert, à vous le dernier mot. Oui, effectivement, c'est une très bonne question et je dirais très simplement il y a un lien vraiment très étroit, certainement. Peu importe que l'on parle
de la redevabilité ou de la protection des droits de l'homme. On parle dans un sens de la même chose. On parle de mettre les gens au centre de nos efforts. On parle de répondre à leurs besoins dans une façon qui promeut leur dignité et leur autosuffisance. On parle de répondre dans une façon où on les traite comme, si je me permets, comme clients plutôt que bénéficiaires. On parle de voir cette population comme une population ayant droit, des ayants droit, disons. Et donc, c'est clairement lié vraiment étroitement. Et j'ajouterais finalement, pas besoin peut-être de le répéter, mais c'est important de reconnaître que d'écouter activement, de chercher les retours et encourager la participation de ces populations avec qui nous travaillons. Dans cette façon de travailler, on va aussi révéler certainement les soucis de protection le plus importants dans la communauté. Comme en Mauritanie, où on a découvert que la façon dont nous distribuons la nourriture a oublié de voir un peu ces dynamiques dans les ménages, les mêmes ménages, où il y avait des personnages qui étaient très oubliés, très exclus, très vulnérables. Et c'était seulement grâce à une façon, c'était l'HR, le PAM et les ONG locales, c'est seulement grâce à cet effort d'écouter et de rechercher, mais surtout d'écouter, qu'ils ont découvert effectivement cette couche très vulnérable et cette couche qui avait besoin d'un soutien de protection. Donc les connexions sont vraiment très étroites entre ces trois thèmes, la redevabilité, la protection et les droits de l'homme. Très, très, très important. À vous. Robert, vraiment merci beaucoup pour cette clarification, parce que finalement, les questions de droits de l'homme, comme vous avez dit, c'est vraiment au centre de notre réponse. C'est la raison d'être, c'est la raison la plus importante pour laquelle nous faisons ce que nous sommes en train de faire dans des situations de conflit où ça devient très dur, mais même dans des situations de désastres naturels où il ne faut pas oublier les questions de femmes, les questions de protection qui sont aussi très pertinentes. Plusieurs d'entre vous, vous nous avez envoyé la même question. Où puis-je obtenir de l'aide? Alors, vous voyez devant vous sur l'écran un email, la ligne en bas, helpdesk @unhr.org. Le HR est vraiment le co-chair, ils font la coprésidence de le task force qui s'occupe de la redevabilité envers la population affectée. Si vous avez des questions, si vous y étiez inspiré de ce que vous avez entendu aujourd'hui, du modèle kényan, du modèle Sénégal, de ce que le coordinateur régional, de ce que Roméo a partagé, et vous voulez avancer la redevabilité dans vos pays, il ne faut pas hésiter d'envoyer un petit email sur l'adresse que vous voyez devant vous. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment avancer ce que vous pouvez faire. Nos collègues à ce helpdesk qui sont là disponibles vraiment pour vous aider, pour vous répondre en français, pour vraiment avancer la mise en œuvre de la redevabilité dans votre opération. Alors, vraiment, cette dernière question nous emmène à la fin de cette mission. D'abord, je voudrais vraiment remercier tous nos présentateurs. Je veux commencer par Roméo, un réfugié qui a partagé son témoignage de ce qu'il a vécu, de son expérience et de l'importance que nous avons donnée, qui a été donnée dans sa implication dans le programme. Je voudrais remercier Robert Piper, le coordinateur humanitaire régional pour le Sahel, qui a ajouté sa voix, son expérience, le rôle de leadership vraiment dans la redevabilité envers les populations affectées. Je voudrais remercier Mamadou Dié, le directeur exécutif de OFADEC, l'Office africain pour le développement et la coopération, qui a partagé avec nous son expérience OFADEC au Sénégal, pas seulement les 5 principes
qui dirige un petit peu la redevabilité, mais aussi son expérience pratique sur place. Et je voudrais aussi remercier Nicolas Seri, qui travaille avec Transparency International, qui vient de nous joindre de Nairobi, qui a partagé aussi avec nous le modèle excellent que nous avons vu sur place avec ce qui était fait. Alors, j'espère que vous avez pu prendre une petite minute tous pour répondre aux petits questionnaires que nous avons mis sur place. Je suis ravi de voir que dans cette discussion, nous avons eu 33 pays qui nous ont vraiment participé en direct avec une centaine de participants de plusieurs pays à cette discussion qui était vraiment très vivante. Finalement, je voudrais remercier Charlotte qui est ici avec moi, ici à ma droite, pour son rôle en facilitant toute cette discussion. Alors, de nous tous, nous vous remercions et nous espérons que vous étiez inspirés à ce dialogue pour mettre en œuvre un programme ou améliorer le programme de redevabilité envers la population affectée dans votre opération. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.